Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais terminer la partie 2 du cours sur l'Amérique latine, sur les villes, hein, qui portait sur l'hétérogénéité et les fractures dans les villes latino-américaines. Et ça sera sur une dernière partie, plus courte que les autres, qui pose la question si la ville s'adresse vraiment à toutes les populations. Et c'est donc notre, 1 questionnement: est-ce que cette ville est pour toutes les populations? Alors là, j'ai oublié de mettre le point d'interrogation, mais il est important parce que l'affirmation, justement, on va voir qu'elle est à nuancer. Et on va commencer par réfléchir autour de la notion de ville vitrine, qui est un terme qu'on retrouve des fois dans les travaux de géographes, et la question des politiques d'invisibilisation des classes populaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a vraiment une dynamique de transformation des villes d'Amérique latine qui est menée par les municipalités et qui a pour objectif de présenter une bonne image de la ville, hein. Chaque municipalité essaie de donner une bonne image de sa ville, notamment du centre-ville, hein, qui est, le plus visible et le plus visité. Et donc on peut voir ça comme une politique de constitution d'un espace vitrine, dans le centre et les espaces visités, qui correspond à une normalisation de ce centre, selon le modèle des centres touristiques internationaux. Cet objectif, de bonne image, hein, s'accompagne donc de politiques de contrôle des usages et des usagers, afin de favoriser ce qui est perçu, donc on va favoriser ce qui est perçu comme positif. Par exemple, certains types de commerces, du logement, du résidentiel qui est bien entretenu, donc ça on va le favoriser. Et puis on va essayer d'exclure ce qui va être perçu comme négatif. Donc par exemple le commerce informel ou, les sans domicile fixe. Donc c'est une logique d'ailleurs qu'on voit dans des villes, hein, qui ne sont pas que celles de l'Amérique latine. Et un moment où on a vraiment eu un effet de volonté de ville vitrine, ça a été pendant les Jeux olympiques à Rio, au Brésil, où, il y a eu une retransmission très forte, du Brésil et de la ville, et donc la municipalité a, voulu vraiment apparaître sous son meilleur jour, parce que l'enjeu d'image est vraiment important derrière. Et donc, nous, ce qu'on va voir, c'est que les autorités brésiliennes, elles ont choisi une politique radicale, à l'égard des favelas proches des sites importants des Jeux. Alors on a vraiment, vous l'avez ici sur, cette carte, hein, des favelas, donc là, c'est tous les petits points, roses où, une partie de la population a été expulsée, sachant que parmi ces points roses, il y a certaines favelas qui ont été totalement détruites. Donc souvent le prétexte, c'était de laisser de la place pour les installations olympiques, hein, et on voit, effectivement, il y a des favelas qui sont dans les grands cercles pointillés là, qui sont les sites liés aux Jeux olympiques. Mais des fois, il y a certaines expulsions et destructions qui ne semblent pas vraiment liées, et il est probable que ça a servi de prétexte pour essayer, pour employer un mot, très très fort et très connoté, hein, de nettoyer la ville, du point de vue des autorités. Et le problème, et donc c'est ce que vous avez ici, c'est que les habitants expulsés, on leur a proposé pour certaines solutions de relogement, hein, qui sont ici, les carrés, jaunes, mais la plupart sont très loin du centre de la ville, qui est ici à l'est, hein, par rapport à l'orientation. Heu et les indemnités d'expulsion sont vraiment très variables, hein. Des fois, elles sont quasi inexistantes, parfois un peu plus élevées, mais souvent elles sont sous-évaluées par rapport à la valeur des lieux, dont les habitants ont été expulsés. Pour voir ça en détail, on va regarder l'exemple de la favela, Villa do Metro, où, vous avez une comparaison entre 2 photographies, hein, 2008 et 2016, et sur celle de 2008, le contour jaune, c'est le contour de la favela. Donc on voit que cette favela, Villa do Metro, elle est sur un espace interstitiel entre les lignes de chemin de fer, hein, donc entre, le chemin de fer et la route. Et la municipalité a décidé dès 2010 de détruire cette favela. Alors la justification, c'était la construction d'un parking, qui, juste avant l'ouverture des Jeux, hein, on a la photographie en 2016, n'était toujours pas construit, donc on peut imaginer, que c'était, aussi un prétexte. Et suite à cette décision, il y a eu des pressions très fortes sur les habitants, avec des procédures d'expulsion,
avec, au début une proposition de relogement, mais les appartements proposés, ils étaient localisés dans un quartier à 70 kilomètres de la, Villa do Metro, donc la favela originale, et donc à plus de 2 heures de transport en commun du centre-ville, sachant que c'est là où travaillaient, les gens de la favela. Donc pour eux, c'était, vraiment une dégradation de leurs conditions de vie, hein, de se retrouver à, 70 kilomètres de lieu d'origine. Il y a eu une longue bataille, j'ai pris cet exemple aussi pour ça, parce que les habitants se sont regroupés en collectif et ils ont réussi, à obtenir des relogements à proximité. Donc eux, ils ont obtenu une certaine victoire. Le problème, c'est que les loyers étaient trop élevés pour certaines familles, donc il y en a qui ont quand même dû partir très loin. Et donc voilà, ça a été la destruction progressive, hein, de cette favela, avec un objectif a priori, de vitrine pour, les jeux olympiques. Et là, vous avez une fresque murale à droite qui dénonce, la destruction qui est liée à la coupe du monde, enfin, à la coupe du monde. Donc il y a toujours, là c'était en 2014, hein, les jeux olympiques c'est en 2016, mais à chaque fois qu'il y a eu un grand événement, il y a eu ce système-là. Autre, questionnement que je voulais poser avec la question de: «Est-ce que cette ville, elle s'adresse à tous?» c'est la question des résidences fermées et privées avec, le questionnement derrière, c'est: est-ce qu'on assiste à une volonté de rupture par les classes aisées? Et donc on va voir cette question à travers, les barrios cerrados, qui sont, le terme, en Amérique latine, en plus il y en a plusieurs variations, hein, mais pour parler des résidences fermées, c'est-à-dire dont l'enceinte, elle est vraiment clairement délimitée par un mur ou une clôture et qui sont, quasi systématiquement sécurisées par un service de sécurité. Le terme anglais, qui est parfois plus diffusé, c'est gated communities, mais voilà, ça c'est l'équivalent des barrios cerrados ou condominios cerrados, qui sont, des termes plutôt utilisés en Amérique latine. C'est une forme d'habitat qu'on a vu apparaître en Amérique latine plutôt dans les années 70-80 et là, c'était vraiment pour des classes moyennes supérieures ou aisées et ça s'est progressivement démocratisé au milieu des années 90 et maintenant ça touche aussi, vraiment des habitats de classe moyenne. Là, je vous ai mis un exemple plutôt, classe supérieure ou aisée, avec, vraiment une lagune aménagée, enfin au bord de l'eau. Mais globalement, si on regarde l'urbanisme, c'est des résidences, alors elles peuvent vraiment être plus ou moins grandes, hein. Des fois, c'est juste un seul immeuble, des fois, c'est des lotissements qui sont sur plusieurs centaines d'hectares. Et l'aménagement est planifié, c'est-à-dire, on construit à partir de rien, on reconstruit un espace, presque vide, en planifiant la voirie, les maisons et c'est organisé autour de services. Alors des commerces, des activités de loisirs ou de sport, hein, souvent des golfs ou du tennis et elles sont situées en périphérie, reliées par voie rapide au centre-ville et aux autres centralités, par exemple, à des centres commerciaux ou de loisirs. Ces résidences fermées, elles sont toujours, hein, construites et gérées par des promoteurs immobiliers privés, c'est pas du tout l'État qui construit ça et justement le niveau de privatisation est variable, on verra un exemple assez extrême tout à l'heure et souvent ces gated communities, ces barrios cerrados sont analysés comme des enclaves, des espaces séparés du reste du quartier et des fois on voit même le terme ghetto de riches qui est employé pour désigner ces résidences fermées afin d'insister sur la volonté d'entre-soi. C'est-à-dire les gens qui, d'indiquer que les gens qui veulent habiter là, veulent une fréquentation seulement de personnes du même milieu social. Et donc ce serait comme une ségrégation, mais une ségrégation volontaire. Alors, c'est intéressant comme questionnement et vous pouvez le remobiliser. C'est toutefois à nuancer. Une partie des gens, plutôt sur les classes moyennes, ils vont dans ces endroits-là parce qu'ils cherchent des endroits sécurisés. Sur les classes les plus aisées, il y a effectivement, on voit apparaître cette volonté, un peu d'entre-soi. Heu, Même s'il faut garder à l'esprit que cet entre-soi est toujours relatif. En fait, il y a des personnes modestes qui entrent dans ces enclaves, c'est juste, c'est pas pour y résider, c'est pour y travailler, pour les activités, pour la sécurité, pour le travail domestique. Donc c'est intéressant, on a une frontière sociale, hein, qui existe, qui est nette, mais qui est ponctuellement franchie. Si on regarde ici cette carte, alors elle est ancienne, hein, mais j'ai pas trouvé mieux, des quartiers résidentiels fermés,
et des bidonvilles à Buenos Aires. Donc les quartiers résidentiels fermés, c'est les petits points, noirs et blancs et les bidonvilles principaux, c'est, les, cercles avec des petits points, Villas Miserias. Bah, vous voyez que, bah, déjà, il peut y avoir une coexistence. Notamment, il y en a, qui peuvent être assez proches, même si, il y a une polarisation que les zones les plus riches sont plutôt au nord-ouest. Heu et alors faut imaginer que maintenant il y en a plus, hein. Si en 2002, il y avait tous ces petits points, maintenant il y en a plus. Voilà, c'est pour vous donner une idée de la densité. Mais la volonté de rupture, elle peut aller encore plus loin, avec vraiment une volonté de privatisation et pas juste de séparation, d'une partie de la ville. Alors je vais vous donner l'exemple de Nordelta, qui est une ville privée en Argentine, et ça a été possible. La création de Nordelta, c'est parce que, l'Argentine a eu une politique très, libérale et donc ça a favorisé vraiment le développement des résidences privées à partir des années 80. Et donc Nordelta, donc vous avez quelques photographies ici, c'est une ville qui est privée, qui est très grande, hein, vous avez, d'ailleurs, une carte ici, vous voyez ça s'étend, c'est ce qui est aussi en rouge, hein, donc Nordelta, c'est ultra sécurisé, tous les accès sont contrôlés, donc elle se situe au nord-ouest, de l'aire métropolitaine de Buenos Aires, à 40 kilomètres du centre à peu près, et donc c'est un terrain qui a été privatisé dans les années 70. Tous les travaux ont été mis en œuvre par des financements privés et c'est entièrement privé. Elle est divisée en 24 quartiers et en 2019, elle habite 35 000 habitants, hein, donc c'est une vraie ville. Son objectif, c'est d'en accueillir même 90 000 en 2040 et c'est vraiment pour, à destination plutôt des classes, aisées ou en tout cas moyennes, supérieures. Mais les quartiers les plus chers, hein, c'est, aucune maison ne vaut moins d'1 million de dollars. Donc voilà, il y a 3 quartiers notamment qui sont vraiment à destination des classes très riches. Et les services, ils sont pris en charge par des sociétés privées. Par exemple, il y a 5 établissements scolaires, hein, bah, ils sont tous privés. Vous trouvez aussi une clinique privée, un terrain de golf, des magasins, chics, voilà. Et la sécurité est un vrai argument, hein, puisque tous les accès sont contrôlés. Il y a en tout 300 personnes qui sont employées, par des entreprises privées de sécurité pour la ville, avec des contrôles au niveau de toutes les entrées et entre les quartiers. Donc voilà, là on a une ségrégation urbaine qui est très forte, avec une très forte inégalité au service entre les gens qui habitent à l'intérieur de Nord Delta et ceux qui habitent à l'extérieur. Et donc ça m'amène à ma dernière partie qui questionne, la notion de droit urbain et notamment, donc droit urbain, c'était pour, poser la question, est-ce qu'il y a un droit urbain qui permet à tous et à toutes de pouvoir accéder à la ville? Et ça, c'est une question qui est posée par la notion de Henri Lefebvre, la notion de droit à la ville. Le droit à la ville, alors hop, vous avez une définition ici, qui a été donnée par, Henri Lefebvre, donc c'est facile à retenir, hein, ça vient de l'ouvrage qui s'appelle «Le droit à la ville». Et donc il dit que c'est le droit à la vie urbaine, à la centralité rénovée, au lieu de rencontres et d'échanges, au rythme de vie et emploi du temps permettant l'usage plein et entier de ces moments et lieux. Donc, heu, l'idée derrière cette définition, c'est que le droit à la ville, c'est pas seulement le droit de vivre en ville, bon, c'est déjà ça, mais c'est aussi le droit de pouvoir vivre dans de bonnes conditions et de profiter, des services urbains. Par exemple, le fait que ce soit, un espace d'interaction. Donc faut avoir en tête, Henri Lefebvre, c'est un géographe qui est marxiste, hein, donc son angle d'attaque, il est très vindicatif. Pour lui, le système capitaliste, il transforme la valeur de la ville. Avant, la ville, c'était une valeur, d'usage, hein, on habitait en ville et lui, ça devient pour lui, le système capitaliste fait que ça devient une valeur marchande. La ville devient un espace à commercialiser et donc puisqu'il y a une question de rentabilité, cette ville capitaliste, ça devient une ville qui exclut les pauvres et ne respecte donc pas leur droit à la ville. Donc c'est une notion qui a été abondamment, reprise, réappropriée, critiquée et on en trouve d'ailleurs plusieurs interprétations, hein. Il y a les mouvements sociaux, comme les organisations supranationales ont repris ce terme, hein, ils n'entendent pas toujours la même chose. Mais si on doit le définir, c'est un peu les 2 tirés en dessous, que j'ai repris de Jean-François Trébillon, dont on parlera juste après, c'est que le droit à la ville, c'est le droit à habiter de la ville et à profiter effectivement et convenablement de ce droit, c'est-à-dire avoir accès aux ressources urbaines.
Donc premier aspect, hein, l'accès aux ressources urbaines et deuxième aspect, c'est la participation à une démocratie urbaine, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir participer et prendre part aux décisions pour améliorer la qualité de vie urbaine. Donc ce droit à la ville, ça implique des conditions matérielles, avoir un logement décent, ça implique des conditions socio-économiques, avoir un travail suffisamment rémunérateur pour pouvoir avoir accès aux ressources urbaines. Mais c'est aussi, des conditions logistiques et environnementales. Est-ce que cette ville, elle est, commode, elle est saine, elle est respectueuse de l'environnement? Et puis, c'est des conditions politiques, par exemple, la reconnaissance du droit de chacun à participer aux décisions d'aménagement et puis le droit de critiquer tel ou tel dispositif, hein. Donc il y a vraiment plusieurs aspects qui rentrent dans cette notion de droit à la ville, hein, qui est une notion assez intéressante, par exemple, pour problématiser autour de la question de la ville, en Amérique latine. Donc voilà, on a vu, beaucoup des limites. Il faut quand même aussi garder en tête que malgré ces limites, l'Amérique latine, c'est un continent qui est perçu comme pionnier en ce qui concerne le droit à la ville, parce que, cette notion a été très appropriée et a donné lieu à des réalisations importantes. J'ai mis juste 3 exemples ici, hein, mais on pourra en avoir d'autres. Par exemple, le budget participatif a été inventé en Amérique latine, hein. Il a été inventé et appliqué à Porto Alegre, au Brésil, en 1989 pour la première fois. Donc on a l'idée d'une démocratie participative. On a également à Quito, en Équateur, en 2004, un forum social des Amériques qui lance l'idée d'une charte mondiale du droit à la ville, hein. Donc on voit que cette notion est réappropriée avec une volonté de diffusion. Et puis, de manière générale, il y a des lois qui garantissent un droit à la ville. Alors souvent, c'est indiqué dans la loi et c'est pas pour autant, qu'il y a des recours possibles pour les gens qui n'ont pas ce droit à la ville. Mais en Équateur, la constitution, elle reconnaît le droit au logement et aux services urbains depuis 2008. Le Brésil aussi reconnaît ce droit à la ville. Donc on voit que ça fait quand même partie du cadre de pensée. Heu et enfin, pour terminer sur le droit à la ville, il y a vraiment un glissement de la notion où on est passé, d'un droit à la ville à des droits en ville, c'est-à-dire le droit à la mobilité, le droit au logement et je vais terminer très rapidement sur le droit au logement qui est en fait du coup un sous-droit, qui est un sous-droit par rapport au droit à la ville de manière générale et si on regarde le droit au logement, c'est Jean-François Tribillon là qui donne cette définition. C'est le droit d'accéder à un logement décent, convenablement situé, suffisamment desservi par des équipements publics et privés. Donc ça implique non seulement un certain niveau de qualité de l'habitat, mais aussi une insertion dans l'espace urbain. Et donc voilà, je vais terminer là-dessus. L'idée, c'est que vraiment, le droit à la ville, le droit au logement, c'est pas juste le droit matériel de posséder l'un ou l'autre, mais c'est aussi le droit de pouvoir être inséré dans l'espace urbain et d'en profiter de ses aménités. Voilà, c'est terminé pour, cette partie 2 sur les villes en Amérique latine et je vous souhaite une bonne fin de journée.